Bonsoir à tous, bienvenue pour cette émission nommée Vivre l'art, donc une première émission dédiée à l'art qu'on souhaitait vous proposer, donc pour mettre en valeur des artistes en fait qui ont malheureusement de plus en plus de mal à s'exprimer étant donné le contexte, hein, comme on dit. Donc bonsoir à tous dans le chat, bienvenue à vous et je vais vous présenter tout d'abord le contenu de l'émission. Le contenu de l'émission, ça va être des artistes qui figureront donc au programme, à savoir Marc-Marie Joseph, sur lequel je vais pouvoir vous montrer son travail et faire la présentation en même temps, ça va être plus sympa. On aura aussi une vidéo sur l'art dégénéré qui nous est proposée par Tatiana C, qui fait partie du collectif. Ensuite, j'aurai le plaisir de vous passer un petit entretien qu'on a fait avec Tristan Edelman, qui est artiste, danseur. Vous allez voir justement qu'il est assez actif dans ce qu'il fait. Ensuite, on aura une vidéo sur l'art contemporain. On aura aussi un peu de musique avec un artiste qui s'appelle Miuma, qui nous propose quelque chose d'original. Vous allez voir. Quel teasing. Par la suite, je vais vous présenter un petit conte, un conte de Sylvie Debergue. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Et on aura l'occasion d'écouter aussi un chant, un hymne chilien qui est assez difficile à trouver, de 73, qui s'appelle Charagua. Donc pareil, je vous en dirai plus. Ça a été réinterprété par un artiste qui s'appelle Frédéric Dorval. Et pour la fin, j'aurai le plaisir de vous passer une petite chanson de Barueco que vous connaissez sûrement parce que vous l'avez probablement vu avec nous assez régulièrement ces derniers temps. Une chanson qui s'appelle On pourrait, pour finir sur des notes positives. Pour cette émission, je vais avoir le plaisir d'accueillir Louis Fouché, qui va pouvoir réagir aussi par rapport à tout ce qu'on va voir. Et on aura aussi Miuma en direct. Louis, Louis, bonsoir à toi et bonsoir à Miuma. Bonsoir Thierry, bonsoir Miuma. Vous allez bien ? Oui. Moi, ça va très très bien. Et vous ? Ouais, ça va. Vendredi, fin de semaine, c'est bien. C'est magnifique. Bon, on va. Alors, pour Louis et pour moi, je pense que c'est pas vraiment la peine de faire les présentations. Mais pour Miuma, du coup, peut-être présentation assez rapide, puisque du coup, tu pourras te présenter plus en détail après que j'ai passé ta vidéo. Donc, bonsoir et bienvenue, Miuma, pour cette première de l'art. Bonsoir à tous. Merci déjà pour l'invite. Ça fait vraiment plaisir. Et je tiens déjà à vous dire bravo et merci vraiment pour ce que vous faites, parce que les temps sont un petit peu agités et ça fait vraiment du bien d'avoir des gens qui mettent en lien, comme vous dites, et ça, c'est vraiment beau. Et je voudrais citer Henri David Thoreau, celui qui a écrit La désobéissance civile, qui dit peu importe la modestie du premier mouvement, ce qui a bien été fait une fois, le reste pour toujours. Et voilà, ça, c'était vraiment dédicace à vous. Et puis, pour la présentation, c'est simple, je suis auteur, compositeur, rappeur à mes heures. Et voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et puis, je tiens à dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec l'industrie du disque, ni avec Roselyne Bachelot. Merci beaucoup pour ces précisions. Moi, j'avais des doutes sur tes conflits d'intérêt avec Roselyne Bachelot. Du coup, c'est très gentil de le préciser, parce que je pense que du coup, ça permet au chat aussi d'en avoir le cœur net. Tu peux vérifier, je n'ai pas de Roselyne sur mon répertoire. C'est fort aimable. Écoute, merci beaucoup. Alors, sur ces bonnes paroles, je vous propose de commencer tout de suite avec justement la vidéo de l'artiste Marc-Marie Joseph. Je vais vous passer cette vidéo et vous commenter un petit peu,
vous présenter cet artiste et puis son travail pendant la vidéo. Alors, voilà, donc Marc-Marie Joseph, c'est un artiste plasticien, là, comme vous pouvez le voir. Hop, on a un petit problème avec Facebook. Diplômé de l'école supérieure d'art de la Martinique, il obtient le DNSEP en 1997. Marc-Marie Joseph développe l'installation pendant plusieurs années sur des problématiques de dérive, sur les liens de la Caraïbe, la clandestinité. Durant ces 3 dernières années, son intérêt se porte sur le tropisme merveilleux. Il questionne les lieux habités à la recherche de résonance. L'œuvre se construit dans une exploration expérimentale, aléatoire du lieu. L'histoire, les mœurs du site comme fil conducteur, Marc-Marie Joseph est professeur de dessin et pratique picturale depuis février 2014 au CCA, anciennement l'Institut régional d'art visuel de la Martinique. Marc-Marie Joseph a participé en 2001 à KMO, Kilómetro Cero, atelier international d'artistes Triangle Art Trust en Bolivie, coordinateur du Madinia Workshop, l'atelier international d'artistes Triangle Art Trust, CCA Trinidad Grand Rivière, juillet 2002 en Martinique. Et voilà, la vidéo s'est terminée. Donc voilà, j'espère que vous avez pu apprécier ces œuvres. Qu'en avez-vous pensé, messieurs? Vos micros sont coupés, par contre. Alors, ouais, moi j'ai été là vraiment frappé par le Dorlis Beke. C'est puissant. Enfin, je veux dire, voilà, si tu sais ce qu'est le Beke par rapport aux Antilles, là, et vu comment il est dépeint, c'est waouh. Le béquet, c'est le blanc qui tient les exploitations de canne à sucre, etc. C'est ça? Exactement. Et qui esclavagise les esclaves, quoi, pour faire du pognon et du rhum, c'est ça? Un petit peu, ouais, propriétaire terrien. Voilà, après, j'ai des amis qui en parleraient beaucoup mieux que moi. Mais ouais, voilà, c'est quand même. Il est vu quand même pas mal comme un envahisseur dans les Antilles et comme un colon, clairement. Mais ouais, vu comment il est dépeint, je crois un peu voir de ce qu'il en pense. Ouais. Il y a pas eu de réconciliation à ta connaissance, quoi. Moi, j'essaie de réunir. Alors, c'est sûr que là, ce qu'on voit là, c'est celui qui tient une espèce de balance. Là, peut-être Ouais. ce serait bien qu'on puisse le revoir. Mais effectivement, il y a des séquelles lourdes, quoi, hein, des séparations. Ça reste des traumatismes qui sont ancrés pour très longtemps, quoi. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais une fois en Martinique, hein, à Madinina. C'était une chance, quoi, de pouvoir y aller. C'est un peu au bout du monde et en même temps, c'est juste à côté. Puis étonnant d'avoir la France, quoi, un petit morceau de la France avec tout plein de blessures, quoi, et tout plein de gens qui sont venus d'un peu partout, quoi, d'Afrique, de France, de la Jamaïque, de partout, qui sont réunis là, quoi, dans une nature hyper florissante en même temps. Et puis on le voit dans les œuvres, il y a toujours ces espèces de grandes fleurs qui donnent un côté nature, et avec le bleu de la mer tout autour, on peut imaginer la mer des Caraïbes. Et puis boum, ce personnage-là, quoi, avec son chapeau colonial, effectivement, son costume 3 pièces là, effectivement. Voilà, je me suis permis de faire pause là-dessus parce que c'est vrai que c'est une image forte, en effet. Ça me fait penser à un morceau d'une rappeuse qui s'appelle Kazay, qui est martiniquaise et qui a un morceau qui s'appelle Chez moi et qui parle un petit peu de la Martinique côté obscur, quoi. C'est en gros, pour la citer, c'est voilà, elle dit, vous connaissez un petit peu David Martial, c'est bon pour le moral, mais voilà, il y a pas que ça. Et Madinina, c'est la carte postale, quoi. Il y a la carte postale, mais il y a la misère, il y a les souffrances, quoi. Ouais, voilà. Et puis voilà ce qui s'est passé avec tout le marché de la banane et plein de choses. Donc c'est clair que je pense que ça les a marqués. Et puis, mais je pense que rien n'est perdu. Moi, j'ai des amis qui viennent des Antilles. Là, j'ai une personne avec qui je travaille qui s'appelle Daniel, qui a passé 2 mois là-bas, qui est blanc. Et ça s'est très bien passé. Il y a quand même, je pense, de bonnes vibrations encore là-bas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce passé et le fait que qu'ils se sentent aussi un peu en banlieue de la banlieue, quoi, en quelque sorte, quoi. Un peu délaissé, ouais.
Mais c'est intéressant parce que finalement, cette histoire-là, tu vois qu'elle s'est pas vraiment arrêtée, quoi. C'est-à-dire que en Martinique, bah, voilà, on abolit l'esclavage, on essaie de passer à autre chose et bah, d'autres colons arrivent dans toute la terre, quoi, et finalement asservissent les gens. Aujourd'hui, on a des gens là qui sont en train de, pendant que nous on est en train de discuter d'art, sont en train de livrer sur des vélos Uber Eats toute la soirée, esclavagisés par Uber quelque part parce qu'ils sont payés rien du tout. Il y a des pays où l'esclavage existe encore. Dans les prisons américaines, j'ai appris ça il y a pas très longtemps, mais quand tu es prisonnier aux États-Unis, bah, tu as le statut d'esclave en fait. On peut encore te payer $2 pour faire des travaux d'intérêt général. Ça, ça laisse un peu rêveur, quoi. Et finalement, là, tu vois, le Béquier, là, peut-être qu'on peut aller plus loin, quoi. Il porte la mort en lui, quoi. Espèce de, c'est pas Il mène juste la mort, hein. quelqu'un qui exploite, quoi. C'est quelqu'un qui amène la mort, quoi. Et C'est la avec cette mort en espèce de passant griffe de cravate, sorcière. quoi. Ouais, carrément. Avec le chapeau vraiment du colon Tintin au Congo, quoi. Ouais, c'est ça. On est là-dessus, ouais. Alors pour rester sur l'art, mais partir un petit peu sur l'art dégénéré, je vous propose une vidéo faite par Tatiana justement au sein du collectif, qui a une vraie âme d'artiste et qui une vidéo qui va pouvoir vous permettre de voir un petit peu. C'est un petit peu aussi de l'histoire, et ça permet de savoir comment ça s'est passé dans les heures sombres de l'histoire par rapport à l'art dégénéré. Vous verrez, c'est assez intéressant, c'est très instructif. L'art héroïque ou notre liberté d'expression. Souvenez-vous de l'art dégénéré. En 1937, Joseph Goebbels, ministre de la propagande allemande, ainsi que l'ensemble des représentants nazis, avaient une vision de la société. Une minorité intelligente devait avoir le pouvoir et la masse populaire devait être modelée. Hitler, artiste raté, avait décidé de classer l'art selon ses goûts et de l'imposer à toute la population allemande. Il classa ainsi 2 types d'œuvres. Des œuvres dites héroïques, correspondant à ces critères, et d'autres œuvres qualifiées de dégénérées. Ainsi pour les nazis, toute forme d'originalité comme un chien peint en rouge ou un arbre peint en bleu était considérée comme impure à l'œil et à l'esprit. Joseph Goebbels et ses collègues nazis eurent l'idée de réaliser une exposition, Entartet Kunst, organisée en 1937 à Munich. 730 œuvres d'art, dites dégénérées, ont ainsi été exposées. Pour soutenir leur raisonnement, les responsables d'exposition se sont arrangés pour créer une ambiance trouble, pièces sombres, éclairage douteux, comme une mise en scène pour éviter de mettre en avant les peintures et les sculptures présentes. Il fallait que les œuvres paraissent laides et qu'elles fassent peur pour justifier leur choix arbitraire et intéressé. De grands noms de la peinture figuraient sur ces murs. Marc Chagall, Otto Dix, Pablo Picasso, Paul Klee, Georges Grosz, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, etc. Il y avait des artistes juifs, communistes ou pessimistes, ainsi que les mouvements artistiques tels que les cubistes, les dadaïstes, les expressionnistes, les impressionnistes, les fauvistes, les surréalistes, les futuristes et l'art abstrait qui figuraient là pour être bannis, censurés ou brûlés. Et pour s'assurer que cette exposition générerait de la peur et de la crainte auprès des visiteurs, ils ajoutèrent des œuvres de personnes portant des troubles psychiques graves afin de stigmatiser la perversité. Le gouvernement désignant l'ensemble de ces artistes comme de dangereux terroristes. Malgré tout, l'exposition fut un énorme succès, 2 millions de visiteurs, si bien que l'accès fut fermé avant la fin de l'exposition. Plus de 16 000 œuvres furent confisquées, détruites ou sélectionnées puis vendues à une vente aux enchères internationale pour financer en partie cette guerre monstrueuse. Nous ne connaîtrons jamais le chiffre exact des œuvres disparues. Des artistes mirent fin à leur jour en apprenant que l'ensemble de leurs œuvres avaient été détruites dans des musées publics d'État. L'art dégénéré était en réalité un art libre qui questionne, qui dénonce, qui transcende, qui interpelle, qui offre de la poésie, qui entre en rupture avec les codes académiques. Il est le miroir de notre liberté, de notre pouvoir créatif. Enfin, en chacun de nous sommeille un artiste. Il suffit de danser, d'écrire, de peindre, de jouer de la musique. L'art est aussi un moyen de se rencontrer, de s'unir, d'appartenir à un tout. L'art est une deuxième respiration. Et cette chose qui provoque de l'émulation, de la force, prenez confiance en vous. Prenez soin de vous. Créons ensemble.
Ah, vous avez vu ça, c'est un gros travail, hein, qu'elle a fait. C'est vraiment très instructif. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'aurait bien plu, moi, d'aller à cette exposition d'art dégénéré qu'il fallait pas voir là, avec avec que du beau monde, quoi. Il y avait des futuristes, des impressionnistes. Il manquait peut-être des complotistes. Ça aurait été... Pour finir, je sais pas ce que vous en avez pensé. T'as pas ton micro, Mioma. Ton micro est coupé, par contre. Hop, ça y est, vous m'entendez? Ouais. Ah, j'ai l'impression que, sans le vouloir, ils ont fait le Woodstock de la peinture, en fait. Ils ont réuni tous les soi-disant subversifs, les décalés, et tout ce qui correspondait pas, j'imagine, à leur idée de la pureté de la race. Et moi, ça me fait penser à la définition que je me fais de l'art. J'y connais pas grand-chose en peinture, les rares fois où je vais au musée. Je suis un peu comme certaines personnes qui écoutent de la musique sans vraiment comprendre le travail qu'il y a derrière, le mix, comment tu superposes les instruments les uns avec les autres. Et moi, j'apprécie vraiment en tant que béotien la peinture. Et c'est vrai que pour moi, l'art, en général, c'est un peu quelque chose qui impressionne, que ce soit de la cuisine, du football, peu importe. C'est quelque chose qui peut être, qui peut susciter l'admiration, ne serait-ce que d'une personne. Et je pense que clairement, s'ils ont mis ça en avant, après, je ne suis pas du tout dans la tête des nazis, mais à mon avis, ça a dû les impressionner pas mal, tout cet art, et c'est un peu l'arroseur arrosé finalement. Ils ont voulu mettre ça un peu de côté, et puis finalement, ils ont été victimes de leur succès, quoi. Tant mieux pour les artistes. Ouais, carrément. Ah, merci, Mioma. Moi, quand finalement, je suis intéressé par cette petite vidéo, parce qu'elle nous donne à la fois un peu d'art à voir, mais aussi de l'histoire de l'art, qui est en même temps l'histoire de l'humanité, quoi, dans ces jeux de puissance et de pouvoir. Et souvent, l'art est mis en périphérie, quoi, comme s'il était quelque chose de non essentiel. Et là, on voit que, en fait, non, il est mis sur le devant de la scène pour être détruit, pour être brûlé. Parce qu'en fait, c'est ça le plus dangereux. On a tous appris à l'école pratiquer les autodafés, c'est-à-dire la destruction des livres, la destruction de la culture, la destruction de tout, quoi. Et finalement, on voit que dans cette exposition, il y a plein de styles différents, qui sont même pas forcément apparentés. Et ça me rappelle aujourd'hui la désignation de l'ennemi, c'est-à-dire que tu sois rassuriste, complotiste, artiste, restaurateur, ce que tu veux, quoi, et que tu penses pas ce qu'il faut, t'es pas dans la doxa dominante. En fait, tu es un ennemi. Et globalement, tout ça, il faut l'éradiquer. Et c'est dans le discours macroniste et En Marche, il faut se renouveler, il faut se réinventer, il a tout plein de mots comme ça. Et ça rappelle vraiment ce mouvement du fascisme, en fait, et dans le manifeste du fascisme, où ils disent la guerre est la forme la plus pure d'expression, finalement, et il faut tout casser, tout détruire. En reprenant une espèce d'inspiration nietzschéenne mal comprise, il faudrait faire table rase, c'est-à-dire casser les tables de la loi, tout casser ce qu'il y avait avant. Dans tout le discours macroniste, il y a ça. Dans toute cette idée du self-made man, auto-construit dans une start-up soi-même, dans une start-up nation, dans un start-up world, faudrait tout refaire de neuf, sans aucun héritage, sans avoir pris les leçons de ce qui s'est passé avant. C'est exactement ça, hein, le dérapage totalitaire dans lequel on est, c'est ne prendre aucune leçon de ce qui s'est passé avant et recommencer toujours les mêmes erreurs et tout brûler, en fait. Sauf que voilà, le phénix renaît de ses cendres, toujours. Et donc, on peut pas brûler l'art. Il reviendra par tous les bouts, quoi. Et finalement, c'est l'invitation de la fin de la vidéo. On est tous et chacun les graines qui vont repousser après l'incendie. Vous savez, après un incendie, souvent, il n'y a plus rien. Puis après, il y a une première pluie et paf, ça se met à reverdir partout, quoi. Donc ça, voilà, il faut qu'il y ait de l'espoir aussi, hein. Ce moment-là, il est très court dans le moment de l'humanité. C'est une espèce de dérapage fou. Et on voit que les gens qui sont au pouvoir sont devenus fous, en fait. C'est un peu la dernière arme qu'ils ont. Enfin, pour moi, la censure, c'est l'arme des colosses aux pieds d'argile, dans le sens où ils ont clairement les pieds d'argile. Alors, ils sont colossaux dans le sens où ils ont les moyens avec eux, ils ont la force avec eux, la force publique. Mais quand on voit ce qui se passe, moi, je rentre pas dans les débats de ce qui se passe avec l'armée qui a fait son manifeste un petit peu là pour critiquer. Mais peu importe ce qu'on en pense, on voit qu'ils se raidissent à la moindre critique
Et aujourd'hui, quand on voit ce que l'art est censé apporter, c'est-à-dire, ça peut être de la subversion, ça peut être de la beauté, ça peut être un peu quelque chose de choquant. Quand je pense à, je sais pas, Kubrick qui a sorti Orange Mécanique, il y avait aussi une volonté de un peu choquer la bourgeoise. Mais quand on voit aujourd'hui cette extrême susceptibilité du pouvoir, oui, on n'est pas loin, comme tu dis, Louis, de ce côté tabula rasa, de la logique de l'homme nouveau, où c'est un peu après moi le déluge, quoi. Il y a moi, j'existe, je suis là, et ce qui est arrivé avant n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, je crois que même Macron l'a dit, de déconstruire l'histoire française ou quelque chose comme ça, à vérifier, mais ouais, déconstruire quand il pense, c'est détruire, quoi. Quand même. C'est pas autre chose. C'est un mot bizarre pour détruire. Et il y a le Jugendstil qui apparaît à ce moment-là. Et le Jugendstil, c'est ces espèces de figures un peu héroïques, de jeunes, toujours plein d'une espèce de fureur hyper violente et qui sont très lisses, en fait, où tout est lisse, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de difformité, quoi. Il faut que les formes soient poncées le plus possible. Et c'est dans ces moments-là qu'apparaît ce type d'art-là qui ressemble plus à rien. Il n'y a plus vraiment de visage. Quand tu vois ces statues-là, elles ont plus de visage. C'est juste une espèce voilà, des traits. Et c'est comme des visages masqués, quoi. Donc, je crois qu'on est un peu là, quoi. Justement, par rapport à ces thématiques-là, là, on est vraiment sur la thématique de la censure. Quand je vous entends, j'entends beaucoup. Ouais, c'est vrai que au niveau du parti au pouvoir en ce moment, il y a beaucoup eu cette espèce d'aller simple vers la disruption. On vous a beaucoup parlé de disruption. Il faut disrupter. Disrupter, quand vous regardez ce que ça veut dire casser les codes, tout détruire en fait. Donc voilà, c'est important, je pense, de ne pas oublier ses racines et de ne pas oublier l'art, parce que l'art, c'est, contrairement à ce que certains peuvent dire, c'est essentiel, c'est extrêmement essentiel. Et dans cette période, c'est d'autant plus important. Par rapport à la censure, justement, je vais vous passer maintenant un entretien que j'ai fait avec Tristan Edelman, qui est danseur, pianiste, compositeur. C'est vraiment un artiste au sens le plus pur du terme. Du coup, par rapport à son travail, vous allez pouvoir le découvrir et puis avoir un petit peu son avis sur justement la censure actuelle, puisque cette émission est dédiée à l'art et aussi à la censure qui malheureusement impacte énormément ce domaine. Donc voilà, je vais vous passer ça tout de suite. Et on vous retrouve après. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement pour nos auditeurs? Bonjour Thierry, oui. En gros, moi, je suis né dans un milieu, dans les années 70, un milieu interculturel très étendu, avec d'un côté le père juif russe-polonais, de l'autre la mère métisse chinoise et noire. Donc à Paris, vraiment au milieu de Paris, Parti communiste, accueil des réfugiés politiques, époque des grands intellectuels qui traversaient la maison tout le temps, avec en même temps beaucoup de guitares. Voilà. Puis ensuite, j'ai fait les grandes institutions, Henri IV, le Conservatoire national de Boulogne, Université à la Sorbonne de philosophie. J'ai enchaîné avec les majors, Warner Chappell et tout ça. Pour moi, ça a plus été un moment difficile qui m'a fait comprendre que je voulais pas rester là-dedans. Et puis après, je trouve mon chemin autour du corps, avec les arts martiaux, la danse, la musique, beaucoup, 20 ans de voyage, des initiations, et puis l'énergétique, avec tout ce qui est médecine chinoise, ayurveda, magnétisme, voilà. Et puis j'ai écrit la mystique qui résume tout ça. Très bien, écoute, c'est un parcours très éclectique, hein. un parcours atypique pour le coup. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis sur la censure de façon générale en ce moment? Écoute, aujourd'hui, on voit la censure, les mécanismes de la censure de manière beaucoup plus claire qu'avant. Par exemple, il y a une chose qui est hyper importante dans la censure d'aujourd'hui en démocratie, c'est la visibilité-invisibilité. Voilà. Donc, la censure directe, on va l'éviter pour éviter le scandale. Donc, la grande nouveauté de la censure d'aujourd'hui, c'est de rendre invisible la censure. Voilà. Il ne faut pas que les gens sachent qu'il y a de la censure. C'est la force, la loi du silence. Tu le vois sur YouTube. Qui sait vraiment qu'on est censuré à part nous, etc. Les grands médias,
si tu as des grandes manifs partout, où l'art ou des œuvres artistiques alternatives, elles n'existent pas. Voilà. Donc ça, le terme, la visibilité, c'est très important. Après, la censure pour l'art, on le trouve dans la survie, évidemment. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, on est dans une telle position de survie qu'on accepte tout et n'importe quoi. Et pas seulement l'argent, mais aussi le fait de jouer, le fait d'aller en public, pour nous, c'est très important. Et donc, le drame du libéralisme d'aujourd'hui, c'est de nous prendre à la fois à la gorge, aux tripes, mais aussi dans la reconnaissance. Et ça fait partie de la censure. Du coup, on accepte tout et n'importe quoi et on va suivre on va suivre leur loi, si je puis dire. Et puis aujourd'hui, il y a une chose extrêmement particulière, c'est la perversité de la censure. Alors, moi, j'étais avec mon frère à Paris, je l'ai suivi un peu pour les théâtres occupés, les occupations de théâtre. Il faut savoir qu'il y a plus de 100 théâtres investis. Mais il a fait une interview à l'Odéon, donc la semaine dernière. Écoutez, je vous cite quand même la réponse des artistes, parce que c'est assez étonnant. Sachant que l'Odéon, ça a été fondé sous Louis XVI, ça a été ensuite repris en 93, puis en 68 avec des insurrections assez violentes, des occupations vraiment directes, et Jean-Louis Barrault a été viré parce qu'il était trop laxiste avec les artistes. Écoute, je vous cite une des comédiennes de la CGT. Je cite, alors je l'ai là. La ministre dit que nous sommes des gens dangereux, alors qu'ici tout est organisé, hiérarchisé, entrée et sortie surveillée. Tout est chronométré. Personne ne peut nous dire que nous avons failli aux mesures sanitaires. On sait que ça marche. On est prêt à jouer le jeu. Voilà, c'est-à-dire on est aujourd'hui dans une perversité, c'est-à-dire on veut contester, mais en jouant le jeu. Voilà, c'est compliqué. Ou bien on va dire, là c'est un autre comédien, je pense que la poésie peut faire bouger les ministres. J'ai jamais vu la poésie faire bouger les ministres. Oui, en effet, c'est quelque chose d'intéressant dont tu nous fais part ici, à savoir cette perversité, cette faculté qu'ont les gens à manifester leur insoumission tout en étant soumis. On est vraiment dans quelque chose d'assez révélateur d'une société un peu malade, peut-être. Par rapport, tu parlais d'art et tu parlais d'expression de l'art, etc. Quelle est ton expérience, toi, par exemple, avec les Gilets jaunes et notamment, je sais que tu as participé à certains flash mobs. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors, Gilets jaunes, ça a été une claque dans ma gueule, en tant qu'artiste aussi, en tant qu'humain et en tant qu'artiste, parce que quand je suis arrivé chez les Gilets jaunes, par survie, donc j'ai tout de suite compris ce que c'était que les Gilets jaunes, et puis avec mon héritage, c'était facile à comprendre. Je suis arrivé, ils m'ont dit, mais t'es un artiste, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Donc, et en fait, j'ai pris ça comme, pas une insulte ni rien, mais un retour sur moi. Mais en fait, à quoi ça sert? Et puis, au fur et à mesure, ça a complètement changé. C'est-à-dire qu'avec les Gilets jaunes, on s'est aperçu que l'art était intéressant. On a repris nos racines quand il est engagé. Et il permet la communication. Donc, on a fait des chansons, on a fait des danses, des flash mobs. Donc là, on servait le message, à passer le message. Et puis après, ça a aussi aidé à faire les liens entre nous. Les liens entre nous, mais aussi les liens avec l'extérieur. Je donne des exemples. Les flash mobs sur l'autoroute, sur le Vieux-Port, enfin partout. Les gens, ils sont pas contents parce qu'on bloque leur déplacement, c'est violent. Et puis quand on se met à danser et à chanter, etc., hop, ça met une communication. Donc ça a été aussi hyper très positif. L'autre chose qui a été positive aussi, c'est que avec les Gilets jaunes, on a inventé plein de choses pour sortir des manifestations classiques. Donc il y a une imagination en marche. Ça a donné on a eu tellement de choses que c'est pas le lieu d'en parler, mais ça a beaucoup aidé. Et la dernière chose, c'est que ça a permis de faire la fête, de se reposer et de faire la fête. Donc on a commencé l'art est inutile par l'art est indispensable. On a fini avec l'art est indispensable. Et pour moi, ça a été génial parce que j'ai retrouvé le fond de l'art et pas aller dans le tas de subventionnés. Voilà, tu as vu, voilà ce que ça devient. Très bien. Écoute, petite dernière question par rapport à ton expérience avec l'art traditionnel et l'art contemporain. Que peux-tu en dire? Est-ce que pour toi il y a une question à se poser par rapport à qu'est-ce que c'est que l'art traditionnel, qu'est-ce que c'est que l'art contemporain, et par rapport à
à la façon dont sont traités les artistes et la façon dont on essaie de toujours les mettre un peu dans des cases. Quelle est ton expérience par rapport à ça et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, là, tu ouvres un dossier énorme, hein. On pourrait presque parler de l'art rien que par ce biais-là, parce qu'en plus, quand on parle d'art traditionnel, d'art contemporain, on va rentrer aussi dans le problème de la colonisation, hein, entre autres. Mais en tout cas, l'art contemporain, c'est devenu le dogme de l'Occident. Hein, tu le vois quand on sort des écoles de danse ou les écoles d'art, on fait de l'art conceptuel, c'est un vrai endoctrinement. C'est le DE, le diplôme d'État, c'est autour de l'art contemporain. Le problème du mot contemporain, c'est que ça englobe tout. C'est ce qu'ils disent, hein, d'ailleurs. On dit, ah, maintenant tout est contemporain, c'est aujourd'hui. Bon, on se fout de notre gueule, évidemment. L'art traditionnel n'est pas contemporain et on le distingue. Moi, je vais te raconter juste une chose que j'ai vécue. J'ai beaucoup travaillé en Afrique, au Bénin, et mon style d'art est très inspiré des arts traditionnels. Quand on a joué en Afrique, et que je réclamais que c'était un art de multiples traditions, ça a été très compliqué. Ils n'ont pas voulu nous faire jouer. C'est grâce à la femme du directeur qui, au moment de rentrer sur scène, m'a dit « fonce ». Je pourrais vous en parler. Un stade, hein, il y avait 2000 personnes, on a foncé, mais ça a marché. Le plus rigolo, c'est quand on est revenu en France et que j'ai écrit un petit conte à propos du Quai Branly, où tu as un masque qui s'enfuit du Quai Branly pour retourner chez lui. La directrice, une directrice à l'époque du Quai Branly, était furieuse. Mais ça te donne un petit peu l'idée de la tension qui se joue. Mais même chez les artistes, je me souviens, mes amis africains, la première chose qu'ils voulaient, c'était devenir art africain contemporain. Voilà, pour te dire que ce dogme-là, il a aussi envahi la tête chez nous, quoi. Alors qu'en fait, c'est bien différent. Et comme tu le dis très bien, on essaie de te caser. D'ailleurs, tu as en danse 3 diplômes. Tu as le diplôme de classique, tout va bien. Le diplôme jazz, déjà, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Un diplôme jazz, on parle de jazz, tu vois, c'est le métissage, c'est un peu ce qui ça. Et puis le diplôme contemporain. Alors, le diplôme contemporain, non, en fait, là, on est bien dans la case, quoi. Donc, c'est la liberté dans la case. Voilà ce que c'est que l'art contemporain. Est-ce que c'est pas un peu symptomatique aussi de quelque chose qui se passe de façon plus générale dans notre société, quoi. Libre, mais dans une phase, quoi. Donc, il y a une corrélation à faire là-dessus. En tout cas, je te remercie vraiment pour toutes ces précisions. Et puis, je vais proposer justement à nos auditeurs maintenant qu'on puisse profiter d'une vidéo sur l'art contemporain qu'on a décidé de vous proposer ce soir. Donc voilà. Merci en tout cas, Tristan. J'aimerais juste ajouter une chose hyper importante, oui, Terry. Je t'en prie. Vas-y. Sur la censure. Aujourd'hui, la censure chez les artistes, c'est l'autocensure. Voilà. Puisque là, je critique évidemment les structures, mais l'autocensure, c'est quelque chose d'énorme, hein, au niveau de l'ego, de la critique contrôlée. Et j'espère que ce moment qui est de dépression chez les artistes, ça va les réveiller. Et je crois que ça marche d'ailleurs. Sortir de l'autocensure et dire vraiment ce qu'on a sur la patate. Parce qu'on en a beaucoup. Il faut plus se soumettre. Il faut cesser l'autocensure et dire tout ce qu'on a vécu. Très bien, merci pour cette précision. C'est même pas un espoir, j'en suis absolument certain. C'est d'ailleurs peut-être ce qui se passe, c'est peut-être aussi nécessaire pour que certains artistes comprennent l'intérêt de ne plus s'autocensurer. On a des grands événements dans l'histoire comme la Seconde Guerre mondiale qui a donné des œuvres de dramaturges extraordinaires comme par exemple le Rhinocéros de Ionesco. Il y a des artistes qui se sont révélés aussi par rapport à ces situations dramatiques. Et c'est un très fort motif d'espoir et merci pour ton message qui est en même temps un message de lutte et d'espoir et voilà, donc dans cette optique-là, encore une fois, là, je vous propose qu'on passe sur cette vidéo sur l'art contemporain qui va nous permettre de reprendre aussi espoir par rapport à tout ce qui a trait à l'art. La scène artistique aujourd'hui, et depuis plusieurs années, tend de nouveau à effacer et rendre invisible un art qui ne correspond pas aux critères officiels. Nous pouvons trouver dans des musées, des grandes foires internationales, sur des grandes places, des éléments qui rendent parfois perplexes, tandis que d'autres types d'art sont totalement absents.
Parmi des milliers d'œuvres, prenons 3 exemples. Une installation de l'artiste américain Paul McCarthy, Complex Sheet, qui représente un gigantesque amas de crottes de chiens gonflables. L'œuvre a été exposée au Zentrum Paul Klee à Berne. Les tulipes de Jeff Koons, exposées dans le jardin du Petit Palais à Paris, dans l'Obs, le philosophe Yves Michaud parle même d'une sculpture à caractère pornographique avec 11 anus sur tige, achetée à 3,5 millions d'euros par la ville de Paris. Et pour finir, une banane accrochée sur un mur d'exposition vendue 120 000 $, puis mangée sur place. Ajoutons à cela la crise sanitaire. La censure bat son plein. Des espaces culturels, des musées, des salles de concert, de théâtre et autres lieux d'expression sont fermés. Les performances en extérieur sont limitées, interdisant de nombreux artistes d'exprimer leur art. Pour comprendre l'art, il doit se voir, s'écouter, se ressentir en direct, sans écran. Cette proximité est également nécessaire, voire vitale pour certains artistes. C'est le partage vivant de l'art qui les anime. Aujourd'hui, on peut prendre le métro, télétravailler, faire ses courses au supermarché, mais on ne peut pas se cultiver. Heureusement, il existe des artistes fabuleux, ceux que vous aimez, que vous écoutez, que vous regardez, connus ou méconnus, peu importe, tandis qu'ils vous touchent. Ce sont ceux qui donnent leur avis, qui ne mâchent pas leurs mots, ceux qui vous font voyager, des artistes qui s'expriment vraiment et qui nous envoient des messages. Ils sont de plus en plus nombreux, ils font avancer notre cheminement vers un nouveau monde. Toute l'équipe de Réinfo Covid invite ces artistes à entrer dans la danse, à créer des manifestations en groupe, à réaliser des installations, des performances, des flash mobs, des scénettes de théâtre et de poursuivre ce mouvement qui est en train de grossir. Votre imagination est votre plus belle arme. Eh ben alors, c'est pas magnifique tout ça? Ce bouquet d'anus à 3 Merci Thierry. millions. Moi, j'aime bien la dénonciation de l'art contemporain, foutage de gueule. Euh, donc ça fait plaisir qu'on puisse le dire dans une émission avec des artistes. Parce que souvent il y a un côté un peu précieux. Oui, oh là là, comme c'est intéressant, c'est un mat de merde, etc. Et là, non, là, voilà, on le dit une fois pour toutes, c'est du foutage de gueule. Vendu combien de millions d'euros là? C'est juste un scandale en fait, quoi. Donc ça, c'est quand même, voilà, ça fait plaisir qu'une fois de temps en temps, quoi, il y ait des gens comme Tatiana, qui ont fait l'histoire de l'art, qui s'y connaissent bien et qui arrivent à dire quand est-ce qu'on arrête le délire, quoi. Et puis l'invitation à se lancer, par contre, parce qu'il y a plein de super belles choses qui sont faites chaque jour en fait par plein de gens partout. Et encore une fois, je pense que c'est nous, hein, les artistes d'aujourd'hui et de demain. C'est pas ceux qui sont payés par la mairie de Paris 500 000 balles pour une banane, quoi. Ah, ça me fait marrer, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui me dépassent. Voilà, la banane. Je crois que c'est un Italien d'abord, parce que moi je vis en Italie là, mais je crois que c'est un Italien qui a acheté 120 000 balles à un pote. C'était un pote à lui qui a accroché une banane avec du scotch. Le mec a dit: oh tiens, mon pote a fait une banane, tiens, 120 000 balles. Vas-y, s'il te plaît. Donne-moi je sais pas, du sopalin, de la mayonnaise. Moi aussi, vas-y, 50 000. Enfin, voilà, je pense qu'au bout d'un moment, tout ne se vaut pas, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, puis il y a une sorte de cynisme un peu honteux, quoi, à faire ça, je trouve. Mais je reviens un peu sur l'exposé de Tristan. Tristan, je l'ai rencontré, c'est quelqu'un qui me touche profondément. Et ça fait partie de ces gens dont j'ai parlé qui ont un passé où leur famille a souffert des totalitarismes, en fait. Et donc sont sensibles, ont une espèce de sixième sens à sentir que ça va pas, quoi, que ça dérape. Et je trouve que son mot sur le fait que les artistes s'auto-censurent, mais pas que les artistes, en fait. Les journalistes, les scientifiques, les médecins, tout le monde s'auto-censure actuellement. Est en train de se frustrer, de s'auto-anéantir, en fait. Et il y a quelque chose d'un auto-anéantissement dans ce qui nous arrive. Donc vraiment, je crois qu'il faut déployer au contraire tous les possibles, tous les champs du réel. Mais je suis totalement d'accord, parce que je trouve que l'autocensure est bien pire que la censure elle-même, parce que la censure se contourne. Vous en parliez avec notamment Michel Maffezoli, que je suis beaucoup, qui parle beaucoup de ça, de ce que j'appelle la filouterie. Enfin, on peut passer entre les gouttes, il y a toujours moyen, mais quand on s'auto-censure, voilà, je crois que c'était Bruce Lee qui disait que les pires obstacles qu'on rencontre, c'est ceux
d'abord qu'on se met à soi-même. Et je pense qu'il y a une sorte de principe de précaution un peu généralisé qui irradie toute la société, mais sous toutes ses couches, parce que je peux comprendre à la limite un responsable politique qui a peur de se faire poursuivre en justice, mais je pense que ça touche après les journalistes et puis les sous-couches de la société et tout le monde finalement. Enfin, moi, ça me fait dire qu'on est passé de je suis Charlie à je suis Godwin. Enfin, voilà, maintenant, tout le monde a un petit peu peur de vexer l'un, de vexer l'autre. Et du coup, on ne se retrouve à plus rien dire. Et c'est là que je trouve que votre initiative est fabuleuse. Moi, j'ai suivi Réinfo Covid. Je suis venu par la crise sanitaire, entre guillemets, enfin, en tout cas, ce qui se passe d'un point de vue sanitaire. Et le fait que vous ayez tout de suite ouvert la chose aux artistes, ouais, enfin, pour moi, vous avez tout compris, dans le sens où on ne peut pas reconstruire un monde sans beauté, même si je suis convaincu que ce monde qu'on appelle de nos voeux est déjà là, sinon on ne serait pas en train de se parler. Et donc, voilà, mais voilà, je m'arrête là. Ouais. Merci beaucoup. Louis, tu veux peut-être redire un mot? Je te sens. Oui, juste, on a abordé finalement des arts picturaux avec de la peinture, mais ensuite avec Tristan, on voit un autre moment qui est celui du mouvement, de l'art corporel, et comment il peut nous mettre en lien dans ces flash mobs là. On voit que les gens, voilà, les gens avec leurs gilets jaunes, ça leur fait du bien en fait, de bouger leur corps, de se remettre en lien, de communier dans des espèces de danse comme ça. Et moi, ça me rappelle vachement. Il le dit à un moment, Tristan, il parle du Bénin et de l'art tribal et de ces danses en fait, tous ensemble quoi. Il y a plus vraiment de balles de village là. On a tout. Ouais, qu'est-ce que c'est quoi? On nous met dans des salles noirâtres avec des miroirs pour se regarder comme des vieilles putes en train de danser devant un miroir, qui s'auto-contemplent et s'auto-satisfait en regardant si sa mèche est bien mise. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire en fait? La danse, c'est justement de rentrer en contact avec l'autre, un jeu des regards, etc. Et Sam, il peut bien en parler parce qu'il fait du tango et il en parle aussi. Donc, je crois que c'est très important. Et finalement, là, je voudrais juste faire un petit clin d'œil. Il y a plein de liens entre plein de choses. Qu'il y a des médecins qui ont dit, et si on bougeait, quoi? Et c'est la proposition du sport sur ordonnance le dimanche matin. Donc, allez-y, quoi, faites-le. Parce que c'est presque une danse tribale ensemble, quoi. Et c'est Martine Vonner et Violaine Guérin. On peut vraiment saluer leur initiative. Parce que je crois que ça met vraiment en lien, ça fait vraiment du bien. Et puis ensuite, on voit qu'il y a un truchement après direct vers l'art avec HK et on veut danser encore et tout ça, qui résonne dans toutes les villes en France aujourd'hui et même dans plein d'autres pays dont il a donné les droits librement. Donc voilà, moi je crois vraiment que ça peut être une traînée de poudre en fait. Et effectivement, tu l'as dit Miouma, mais dans Réinfo Covid, il y avait d'emblée cette intention-là, que ce soit beau en fait, et que on utilise l'art pas pour avilir, parce qu'il y a cette perversion-là. Il en parle aussi Tristan. Une espèce de perversion consiste à avilir, à mettre dans des cases et à chercher le côté le plus sombre et le plus noir de l'humanité. Moi, je suis très sensible à l'art qui essaye de nous élever, en fait, de nous sortir de cette condition-là. Ouais, et puis il y a cette contestation aussi, je trouve, cette contestation avec sans contester vraiment quoi. Comme il disait Tristan, les occupants de l'opéra qui disaient non mais on a mis tout en œuvre pour éviter machin, tout est parfait, on a respecté le protocole sanitaire, etc. Mais en fait tu contestes pas quoi du coup, tu vois. Donc pour contester, faut contester en fait. C'est comme voilà, je vous dirais jamais d'aller manifester sans masque. Évidemment, on n'a pas le droit, mais je vous le dis quand même. Non, en gros, voilà. Donc, en gros, je sais pas, on peut pas manifester. Enfin, c'est pas possible, je trouve. Et quand vous parliez de censure et d'autocensure, c'est très différent. La censure, ça se voit. On peut dire ah, on a censuré cet artiste, j'ai été censuré. Mais quand on s'auto-censure, ça se voit pas. Et c'est là que c'est pervers et que c'est horrible en fait, parce que du coup, c'est la pire des censures, l'autocensure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a pas de enfin, si, il y a de la censure. J'allais dire, il n'y a pas de censure. On en est victime, notamment avec YouTube, qui a néanmoins reçu le prix de la liberté d'expression. La PDG de YouTube a vraiment reçu, de la part d'une chaîne financée par YouTube, le prix de la liberté d'expression. On est au summum de la perversion, quoi. On est en plein dans le fait de dire exactement l'inverse de ce qui est, quoi. C'est magnifique, c'est magnifique, j'ai pas d'autres mots. Alors, si vous voulez bien, je vous propose qu'on avance un petit peu. J'ai un artiste que j'aimerais bien vous présenter, il s'appelle Miouma. et Miouma, voilà, donc c'est un peu un artiste entre Gainsbourg, Bachung, Renaud, qui a décidé de ne pas choisir.
Cœur de rappeur, âme de poète, multi-instrumentiste, autodidacte, Miyuma traverse les styles comme le voyageur les pays. Avec goût et intérêt, jamais en touriste, adepte de la prise de risque artistique, il joue avec les influences et côtoie aisément le rock autant que le rap. De nature expérimentale, sa musique sert surtout ses mots, souvent poétiques, acerbes et critiques, toujours percutants. Miyuma a des messages et il compte bien les faire passer. Je vous propose de regarder une de ses œuvres et puis d'en discuter juste après. Il était une fois une très jeune planète qui se décida à dresser un inventaire. Ce havre de guerre dans lequel tu vas naître en oublie parfois de ranger ses étagères. Reste-t-il de l'amour en stock? Va-t-on mettre la clé sous la porte? Fermera-t-on les yeux longtemps sur toute cette beauté? Harmonie sur la ligne de crédit, avarie sur la ligne de débit. C'est le dépôt de bilan qui menace l'humanité. On a recensé 6 chouettes et 3 abeilles, 230 conflits de sang et de sable. Au fond d'une boîte en fer, une merveille et des centaines de milliers d'hectares de terre arable. 21 bons becs et des sourires gratis, des millions d'enfants qui ne mangent pas de pain, quantité négligeable d'hommes sains dans la police et 1000 nights in white satin. 666 Amazones dans un carton, sur une enveloppe cachetonnée par le gouvernement. Fais pousser des tomates, des plantes médicinales, qu'on se fasse du bien pour ton anniversaire cet été. Alors, ouais, messieurs, je vous laisse réagir. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'avais eu de la chance, là, mais là, ça finit comme ça. Je me souvenais pas que ça finissait comme ça. J'ai eu de la chance, j'ai pu le voir genre, avant, j'ai été pistonné. Cette espèce d'ostinato là qui revient, ça me rappelle quelque chose. Je l'ai sur le bout de la langue, en fait, comme si c'était un truc qui venait de très loin, que j'avais déjà dans la tête. Et je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment, j'ai déjà entendu quelque chose qui se rapproche, et puis cette espèce de litanie là, un peu lente, ça me rappelle vraiment quelque chose. Et je sais pas si c'est toi qui allais puiser dans une espèce de savoir très ancien des mots et de la continuité des mots et de cet accompagnement musical là, à la fois très simple et très profond. Donc voilà, je suis touché par ça parce que je sais pas s'il faut que je cherche vraiment ou si en fait c'est inscrit au fond de moi et qu'en fait ça vient rappeler des choses très très profondes. Voilà. Bah, merci déjà, ça fait plaisir vraiment. Et cette chanson, c'est une des rares que j'ai pas composée. C'est Diffray, c'est mon comparse qu'on voit aussi à la vidéo, qui est le batteur d'un groupe qui s'appelle Burning Instant Karma. Excusez mon accent. Et mais bon, il joue aussi de la guitare. Et puis pendant le confinement de l'année dernière, il m'a proposé voilà, ce petit riff de guitare. Il me l'a envoyé. Moi, j'étais à Lyon à l'époque et j'avais ma fiancée qui était enceinte. Et du coup, il me dit, voilà, j'ai ce petit riff de guitare, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que tu pourrais poser quelque chose dessus? Et là, on était au mois d'avril, donc ça faisait déjà un mois qu'il y avait le confinement. Moi, j'étais encore dans ma période très naïve, dans le sens où, ouais, c'est grave, pandémie totale, on est bien enfermés et tout. Et voilà, l'idée de la chanson m'est venue assez naturellement par rapport à la situation où je commençais à me poser des questions, où je sentais quand même un certain raidissement, où au fond de moi, je commençais à me dire, putain, les mecs, ils vont pas lâcher l'affaire, en fait. Ça va pas être, allez, c'est open bar, merci, au revoir. Et voilà, ça commençait à parler des 1 km, pas de sortir plus loin, etc. Donc, je commençais à trouver le truc un peu bizarre et j'étais vraiment dans une atmosphère d'amour parce que, voilà, bah, avec la fiancée enceinte, il faisait beau, on était dans notre cocon, on était bien. Et donc, voilà, les paroles me sont venues assez naturellement. Et ça me touche que ça vous touche, en tout cas, parce que c'est vrai que c'est très beau ce qu'il a fait, Fred, là, pour le coup. Et moi aussi, ça m'a touché. Après, on a essayé de mettre quelque chose par-dessus. On s'est dit, oh, on va mettre une basse, une batterie, quelque chose. Après, on s'est dit, non,
on touche à rien, c'est bien comme ça, c'est léger, et puis bon, bah, et Bamos, quoi. Et voilà. Ouais, quelque part, tu vois, il y a une certaine élocution ou un certain rythme qui me rappelle quelque chose qui vient de mon adolescence, quoi, qui depuis en plus est devenu complètement interdit quelque part, qui était Noir Désir en fait. Mhm. Mais Noir Désir, il y avait le côté hermétique, si tu veux, de choses, de météores qui viennent de nulle part. Tu dis mais d'où il est parti chercher ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et les chouettes, les abeilles dans des trucs de cosmonautes et tout. Du coup, tu te mets à cogiter et tout ça. Et mais justement, ça arrive à pas aller dans le Noir Désir, quoi. À aller au contraire dans quelque chose qui monte d'un cran, quoi. Ce que je te disais tout à l'heure, qui élève en fait à la fois une espèce d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et comme un cosmonaute qui regarderait tout autour, quoi. Il se dit, waouh. Et mais qui dans sa combi, quoi. Donc pas mal, quoi. Ouais, c'est cool. C'est intéressant d'avoir le contexte aussi de la grossesse en même temps, ouais. Ouais, c'était un moment particulier, ça s'est fait comme ça. Et puis, tu parles de Noir Désir, moi, voilà, je sais qu'on a peut-être plus le droit, mais moi aussi, je suis fan, j'ai tous les albums. Et c'est vrai que là, ce que tu dis par rapport au fait de la personne qui a du recul un peu sur elle-même, ça me fait penser à un morceau qui s'appelle La chanson de la main, qui est dans Du ciment sous les plaines. Et c'est pareil, où il voit ses doigts bouger sur le comptoir du bar. C'est une chanson un petit peu d'alcoolo, quoi, mais elle est assez rigolote aussi. Et il y a ce côté un peu surréaliste que j'aime bien et que j'adore, notamment dans un auteur comme Bashung, qui là, lui, t'envoie. Enfin, Kanta aussi sait le faire. Mais Bashung, pour moi, là, on est avec Higelin, on est vraiment dans les mecs, voilà, tu te poses. Pour moi, c'est comme regarder un film, en fait. Je me pose avec le casque ou je mets le disque et puis c'est parti à perte de vue, etc. Enfin, j'adore. En tout cas, j'essaye à mon échelle, bien sûr, d'envoyer aussi un peu d'envoyer des images le plus possible. Et c'est ce que je fais aussi avec les musiciens avec qui je travaille, d'essayer plutôt que de parler en langage vraiment technique, etc., de ramener les partitions, voilà, je leur parle d'un film, je leur parle d'un compositeur, etc. Et j'aime beaucoup laisser le musicien interpréter ce que j'amène comme composition, et lui dire, voilà, maintenant, tu fais ce que tu veux avec ça. Que tu sois batteur, guitariste, et puis après, on va s'arranger, et puis ça va forcément le faire. Donc voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. C'est vrai que c'est génial d'avoir la chanson et en même temps l'artiste qu'on peut aussi découvrir en même temps. Je trouve ce principe assez fabuleux. Bon, pardon. Et t'as choisi des artistes que t'aimais bien, parce que sinon ce serait dur, quoi. Après, ouais, c'est sûr que mais c'est pas moi qui ai choisi hein, pour le coup. Hein, mais moi j'ai découvert au final quand j'ai préparé l'émission et puis du coup c'est Tatiana qui avait eu un coup de cœur sur ça. Mais moi j'apprécie. Ouais, c'est comme dirait Marie là, c'est très doux. J'aime bien. C'est poétique, c'est doux. Juste un tout petit disclaimer par rapport à un moment donné à la chanson quand tu dis dans la police très peu son sein. Je sais plus comment tu dis ça. Quantité négligeable d'hommes sains dans la police. Ouais. Après, en gros, juste par rapport à ça, tout simplement un petit disclaimer dans le sens où bon, déjà c'est de la musique, c'est de l'art et voilà, ça reste de la poésie et c'est pas forcément une valeur qu'on véhicule dans le sens où voilà, on essaye plutôt autocensure. On essaye plutôt d'unir. Bah, moi, c'est sincère, hein, ce que je dis vraiment. Moi, j'essaie plutôt d'unir et je pense que c'est aussi une des valeurs qu'on porte dans le collectif, à savoir de pas diviser, de pas cliver. Évidemment, il y a des salopards partout, mais c'est loin d'être la majorité. Enfin, je l'espère en tout cas. Sinon, ça serait triste. Non, mais je te rejoins là-dessus. Et puis, en effet, de toute façon, comme disent certains manifestants, la police avec nous. Donc voilà, on sait ce qui peut se passer. Et puis moi, je veux rejoindre quelqu'un comme Juan Branco qui parle, au lieu de violence policière, de violence politique. Je suis assez d'accord avec lui sur ce point-là, où les policiers sont, pour moi, instrumentalisés. Et pour le coup, faut bien bouffer. Donc, ma foi, ils se retrouvent souvent en face de personnes avec qui ils partagent peut-être le même salaire. Donc, oui.
Donc Après, voilà. il n'empêche qu'il y a des comportements aussi inacceptables, hein, que ça soit du côté des manifestants ou que ce soit du côté de la police, faut le dire aussi. Voilà, sans aller déterrer des dossiers, il y a des choses qui sont aussi inacceptables. Et c'est vrai que voilà, le Il y problème, avait une c'est chanson de, je crois, il y avait une chanson de Didier Super, quoi. Il y en a des biens, quoi. Exact. putain, Didier Super, ouais, ça serait bien qu'on l'invite aussi. Je trouve, putain, moi, je suis fan, hein, Didier Super. Ouais, moi aussi. C'est assez Moi, formidable. juste sur tout ce qui est présenté là, et puis sur ta chanson, je peux juste dire quelque chose, c'est que je reçois beaucoup d'œuvres d'art, même au travail, il y a des gens qui m'envoient des peintures, des poèmes, des recueils de contes, des grands posters où ils se sont lâchés. Et en fait, c'est des cadeaux, quoi. C'est des cadeaux. Et ouais, ta chanson, c'est un peu comme un cadeau, quoi. Et ça, j'aime bien ce côté-là aussi. On n'en a pas parlé dans l'art, mais c'est un don, en fait. Parce que là, quand on parle des mecs qui font leur kilo de merde, là, c'est pas un don, quoi. Ils prennent des caisses de pognon pour ça, quoi. Ils l'ont vendu. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que l'artiste, il est plutôt en vrai dans une logique du don et du contre-don parfois, mais c'est pas attendu. De toute manière, l'œuvre elle sera là, quoi. C'est pas une commande. Carrément. Merci. Bah, ouais, en tout cas, maintenant, merci à toi, Mioma, pour ce partage, justement, pour ce don. Tu nous as pas fait payer pour le coup. Non, toujours pas. Mais attends, je te file mon RIB à la fin de l'émission, t'inquiète. J'espère bien. Si je peux. Bien, parce que faut que tout le monde est bénévole, il n'y a pas de compte en banque, je le redis pour ceux qui savent pas, parce qu'il y en a qui pensent qu'on est encore une assoce qui fait du pognon, mais la réalité c'est que non, c'est juste bon, Louis, il roule en Maserati. Bon, bah vous allez voir un bandeau. Miyuma a quitté la conversation. Non, mais je me suis, si je pouvais me permettre une minute, je me suis fendu d'un poème dans la journée. Et je voulais, voilà, c'est un truc pas très long. Je voulais juste vous le réciter si ça. Vas-y, je t'en prie. Après, on passera. Après, je vous passerai un conte. On sera dans la poésie toujours. Donc, vas-y, continue. Vas-y, je t'en prie. Ok, ça marche. Hop, j'essaie de pas faire trop de bruit. Je reviens à peine du futur et j'y ai pas vu que l'avenir. J'ai vu le passé en peinture et des gens bien en devenir. J'ai vu l'amour se conjuguer au présent de l'inconditionnel. J'y ai vu que t'étais toujours belle et pour ça, pas besoin de Becherel. Dans le futur, mes gosses prendront le droit de sortir et de respirer au grand air. Ils n'auront pas à choisir entre LBD et PCR. Ils ne seront pas anonymes, resteront sourds aux injonctions et à la subordination, aux sociétés acronymes et à présent. À ciel ouvert, on complote, réunis sous la belle étoile. On réinforme, on tisse une toile, on cultive, on fait des compotes. L'humanité, mes amis, est devant un dilemme orwellien. C'est soit Common Decency ou Big Brother dans ton jardin. Et à présent, réjouissons-nous, voilà l'été, c'est déjà le futur. On est tous frères. De notre belle unité, c'est le futur qu'on a voulu. Si aujourd'hui on s'est planté, pas grave. On sera récolté en hiver. Être heureux dans cette société, je crois bien que c'est révolu. Sionnaire. Voilà. Nice, super joli. Merci beaucoup pour ce petit moment. On fait des compotes. Faut bien planter, on sera récolté, quoi. Faut bien manger, hein. Merci beaucoup, Miyuma. Il y avait quelqu'un là dans le chat qui demandait si Miyuma c'était un anagramme pour humain. Ah, non, pas demandé, figurez-vous que c'est mon deuxième prénom. C'était le surnom de mon grand-père paternel. Ok. Bon, écoute. Voilà, on a Jean-Philippe apparemment qui est déjà fan de ton texte. Je pense que tu as raison, hein. On est complètement révolutionnaire, quoi. On arrive à faire une vidéo live YouTube avec 350 personnes qui regardent et des poèmes chantés. Ça, à mon avis, tu vois, c'est pas encore pour demain dans le mainstream, quoi. Non, c'est une vraie sacrée soirée, là. T'as pas refusé une invitation de BFM pour venir ici, Miyuma?
Non, j'y vais après, Non. c'est 24 heures sur 24, t'inquiète, j'ai le temps. Ouais, c'est bien. Ok, je vous propose de rester dans la poésie du coup avec une conteuse qui s'appelle Sylvie de Berg. Et ce que je vais vous passer en fait, c'est intéressant. C'est donc imaginez-vous au temps premier, donc vraiment les tout premiers temps de l'humanité, lorsque celle-ci s'est réveillée et on ignorait alors après la nuit si le jour reviendrait. L'obscurité était si noire, sa menace envahirait-elle le monde à jamais? Voilà, je vous propose de voir ce petit ce conte de Sylvie de Berg. Hop. Le Congo, une nuit, en 1740. Les maquignons d'esclaves sont venus au village. On estourbi les gardes. Par coups, par cris, on réveillé les endormis. Compté hommes, femmes et enfants, maté ceux qui tentaient de s'échapper. Les ont poussés jusqu'au bateau, âprement négocié leur prix. Vendus. Ils prennent aussi le roi qu'ils surnomment Chico Rey, le roi enfant, par dérision. Ils voguent sur la mer sans fin, comme des morts dans un tombeau puant. Le jour travaille sur le pont, et la nuit, dans la cale, ils se couchent sur les côtés et on les enchaîne serrés. De désespoir ou peur, certains se jettent à l'eau. On vire par-dessus bord les trop faibles, les malades. 2 mois en mer, et voici une côte. Des arbres, collines vertes, fleurs, grands oiseaux voletants. Un instant, ils se croient chez eux, mais ils en sont bien loin, car la côte, c'est le Brésil. Le navire entre dans un port, on les lave, les apprête, on cache leurs défauts comme les maquignons font aux chevaux. Il faut que le client les trouve achetables. Leur labeur, c'est chercher de l'or. Forer ainsi la terre leur mère, la blesser, lui arracher le métal jaune qui plaît tellement aux blancs. C'est un crime, un sacrilège. En Afrique, où l'or se trouve dans les eaux vertes des rivières, les vieux disaient que ces cailloux dorés sont fragments de soleil, et ils n'inspiraient pas la convoitise, mais l'émerveillement. Jamais pour en avoir ne leur serait venue l'idée de creuser. Levés avant le jour, le travail terrible commence. Gardés de près, férocement punis en cas d'évasion, comment faire pour redevenir libre? Car il est possible en payant de se racheter auprès du maître, mais payer avec quel argent? Par leurs mains passent des trésors, mais chaque soir on les fouille au corps. Faudrait pas qu'une pépite échappe. À force d'observer, de réfléchir et de chercher, Chico Rey réunit les siens et leur dit: pour reprendre notre liberté, je vois une ruse que nul n'a encore tentée. Recueillir la poussière d'or qui se dépose dans nos cheveux. Tous, nous allons jurer de ne pas les couper, et nous les laverons à la même fontaine, tant que tous n'auront pas été libérés. Jour après jour, les femmes puisent l'eau et trouvent la poudre dorée au fond de leur peau. Certes, le peu tombé de la tignasse d'un seul homme semble dérisoire, mais récolté chaque soir, sur la tête de tous. Au bout d'1 an de cette pratique, un couple est racheté. L'homme continue de creuser à la mine comme ouvrier salarié, la femme ouvre une échoppe de gâteaux au marché. L'argent qu'ils gagnent ensemble vient grossir le pécule, et quelques mois plus tard, un autre couple est affranchi. Après plusieurs années, toutes et tous sont libérés, et le roi en dernier. Plus tard, quand le roi Chico Rey racontait leur histoire, toujours il ajoutait: aussi lourde que soit la contrainte, il n'en est aucune qui ne puisse, tôt ou tard, par ruse et patience, être éliminée. C'est sympa, non? Franchement, j'ai trouvé ça magnifique comme histoire. Je sais pas ce que vous en Merci beaucoup à pensez. Sylvie, hein. Moi, ça me fait penser en fait à l'idée du pharmacone, quoi. C'est-à-dire c'est un des premiers mots que j'ai appris quand j'ai fait un peu de grec et puis qu'après je suis allé en médecine. C'est l'idée pharmacone, c'est le poison et c'est le remède. Et finalement, est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est d'utiliser YouTube, quoi, sans être les esclaves, mais en même temps, on est en train de libérer des créativités, l'énergie et tout ce qu'on peut, quoi. Donc il y a vraiment cette idée-là.
Là, c'est une première idée qui m'est venue. Et puis la deuxième idée, c'est tel qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont dans des mines en fait de tantale en République démocratique du Congo, qui a un peu partout en fait, en Amérique du Sud, en Afrique. Et il y a des gens qui sont les esclaves à la recherche de tous les minerais, de toutes les terres rares, hein, de tout ce qui fait fonctionner toute notre électronique. Et que finalement, ça fait partie de cette idée que le monde, ça pourrait être d'un côté l'extraction et la prédation des ressources par des esclaves et des gens moins que rien. De l'autre côté, une usine à construire en Asie du Sud-Est et en Inde. Et puis de l'autre côté, des gros consommateurs obèses qui juste profitent de tout ça dans une espèce d'éternité radieuse, d'enfance radieuse et éternelle où tout leur est dû. Ben, je crois que ce monde-là, ce schéma-là du mondialisme, il est complètement aberrant, en fait. Il est d'une violence inouïe et il faut qu'il s'effondre. Et moi, j'ai l'espoir que la crise qu'on traverse, c'est l'effondrement de ce modèle-là. Ouais, bah, moi aussi, je t'avoue. Et c'est intéressant, justement, quand tu parles de ces mines, là, coltan et lithium, etc. Enfin, tout ça, c'est ce qui sert pour l'iPhone que vous allez acheter, quoi, que on va acheter. Hein, je me mets dedans. C'est tout ça, en fait. Nous, faut bien avoir conscience que nous, occidentaux, on est du côté de ceux qui exploitent. Bon, sans vraiment, vous n'êtes pas là avec un fouet, avec comment ils appellent ça, merde, j'ai oublié le mot là. Je sais plus comment ils disent. Il y a un mot pour ça. Bon, bref. En gros, voilà, on est de ce côté. Enfin, après, il ne faut pas être dans l'autoflagellation, mais je pense qu'il faut peut-être penser à des changements de mode de consommation, à des boycotts parfois de choses quand on n'est pas d'accord avec. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'exploitation des enfants, peut-être qu'il faut revoir un petit peu la façon dont on consomme, quoi. Et je suis le premier à revoir ça aussi de mon côté, quoi. Je sais pas ce que vous en dites, mais Miouma, peut-être un mot là-dessus. Ouais, je rebondis sur ce que vous disiez par rapport au fait que cette crise soit peut-être l'effondrement, l'ultime croche-patte à ce gros magma dans lequel on est un peu englué. Je ne sais pas si c'est le coup de grâce, mais c'est quand même un clou dans le cercueil. C'est-à-dire que là, on est devant un énorme colosse qui est en train de s'effondrer. Ça prend l'autre de toutes parts, au niveau de la monnaie, au niveau de la culture, et exactement ce que vous dites par rapport à l'exploitation. Où trop, c'est trop, en fait. Et ce qu'on nous a vendu comme un modèle positif dans les années 70, 80, et voire même avant, pendant les 30 Glorieuses, aujourd'hui, il trouve ses limites. Et quand on voit que même les plus grands empires se sont effondrés, je ne crois pas à la théorie du Reich millénaire. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre, ça va s'effondrer d'une façon ou d'une autre. Et je pense que si nous, avec ce qu'on est en train de faire, aujourd'hui, on se rencontre ou on discute, il y a des gens qui nous suivent et on suit aussi des gens. Et comme tu dis, Louis, on est en effet dans une sorte de paradoxe parce qu'on utilise le poison pour moi, tout est une question de dualité. C'est-à-dire qu'il y a le jour, il y a la nuit, en fait, quelque part. Donc, ça ne peut pas être 100% négatif. Et heureusement qu'il y a ça. Je pense qu'ils ont peut-être même voulu il y a eu cette création-là pour peut-être aussi en profiter pour asservir les gens et aussi pour les censurer. Mais ça ne marchera pas parce qu'on ne peut pas arrêter le vivant. En fait, on ne peut pas, quand tu as de l'eau qui filtre, tu peux mettre des compresses, des serpillères. C'est mort. Enfin, ça va goûter plus doucement, mais ça va goûter quand même. Et juste pour rebondir sur la vidéo qu'on a vue, moi, ça me touche d'autant plus que mon père est congolais du Congo-Brazzaville. Et j'ai passé pas mal de temps, je suis allé souvent au Brésil aussi, sur la côte atlantique, à Rio, ou même dans le nord, à Salvador, où c'est plus population plus noire, vraiment, où il y a le Pelourinho, le Pilori, où vraiment c'est la place principale de Salvador, où ils clouaient les gens au pilori, quoi. Où il y a vraiment, on sent encore cet héritage de l'esclavage. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les naissances de ces styles musicaux, que ce soit la capoeira avec l'instrument, le berimbau, ou aussi le blues qui est né à ce moment-là en Afrique. C'est marrant, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Mais malgré tout, ces styles, ces musiques d'appel qui venaient de la souffrance, sont arrivées quand même à peu près au même moment et elles ont émergé
d'une oppression extrême, qui est l'esclavage de l'être humain, l'esclavage physique. Donc ça donne de la beauté. Il y a toujours de la beauté qui en ressort. Et je pense que c'est pas fini cette histoire. Ouais. Merci Mioma. Je voudrais aussi rajouter un truc. Là, Tatiana le dit, hein, c'est à nous de trouver finalement où est-ce qu'il est l'or dans nos cheveux, à quel endroit on peut se libérer de ce carcan en fait. On est déjà en train de le faire. Hein. Vous avez vu toutes ces vidéos de gens qui chantaient ensemble à leur terrasse alors qu'ils étaient confinés et recréer du lien par la voix, par le chant. Tous ces gens qui se mettent en lien là, par des associations, des collectifs, qui vont reconquérir l'élection bientôt, qui vont raconter des histoires. Et là, le fait qu'on arrive à un moment où, dans l'émission où on parle de raconter des histoires, je crois que c'est hyper important de raconter des histoires, d'arrêter de laisser la folie raconter une histoire unique et univoque, qu'en fait on est plein de contes, plein de héros, plein d'astuces contre les grands démons, parce que ces contes-là, ils sont riches d'enseignements. Un des contes que j'adore, et des rares vidéos que j'ai montrées à mes enfants, c'est Kirikou et la sorcière de Michel Oslo. Et en fait, c'est un petit enfant dans un village en Afrique et il est tout petit et il est tout nu et il est très intelligent, il court très vite et il parle tout le temps et il est marrant, quoi. Et il y a la sorcière, elle vit dans une case toute seule. Elle est toute seule. Elle est solitaire en fait. Et la seule chose qui l'intéresse tout le temps, c'est le village. Parce qu'elle est tellement seule, tellement triste, qu'elle voudrait tout le temps y être, en fait. Et elle veut tout voler au village. Elle veut voler les hommes, elle veut voler l'eau, elle veut voler les ornements et les colifichets. Et en fait, elle vole tout, elle prend tout, mais elle n'arrive pas à faire partie du village. Et elle est dans sa case avec que des fétiches, que des artefacts, que de la technique, que des choses fabriquées de partout, quoi. Elle est toute seule derrière tous ces écrans. Et elle a un fétiche guetteur qui regarde tout en même temps, quoi. Et Kirikou, il va la guérir, en fait. Il va réussir à la transformer. Donc, moi, ça me laisse de l'espoir. Hein. Je trouve que Kirikou et la sorcière, ça raconte bien l'histoire de nos pervers paranoïaques qui ont pris le pouvoir, qui sont tout seuls, enfermés dans un monde de techniques pour essayer de pas avoir peur et qui viennent nous emmerder, nous empêcher de vivre. On vit quand même, en fait. Et donc ça, je suis sensible à ce que tu as dit sur le vivant, Miuma, parce que pour moi, c'est une des grandes thématiques là de se remettre en lien avec le vivant à l'intérieur de nous, avec les autres, puis avec le vivant en général tout autour, avec la nature, la beauté, les arbres, même toutes les choses qui en fait vivent à leur rythme partout autour de nous. Et je crois que c'est un des gros enjeux en fait de cette transformation-là, de sortir d'une société qui est morte en fait, où comme tu as dit, le cercueil il est cloué quoi. Les gens ils veulent plus bouger, ils sont dans leur techno-cocon confortable. Il faudrait qu'il y ait plus rien qui bouge quoi. Et voilà, j'ai déjà dit à la fin, l'endroit où il y a plus rien qui bouge, c'est le cercueil quoi. Donc non, au contraire, je pense qu'on est là pour secouer quoi, ruer dans les brancards avec ce qui est en train d'arriver. À fond. Et ce que tu dis par rapport à Kirikou, ça me fait penser aussi au Schtroumpf, où il y a Gargamel qui est là, qui essaie de comploter avec son chat, de trouver des solutions pour les emmerder littéralement. Mais le point commun avec ça, et ça me fait penser, cette période qu'on est en train de vivre, me fait aussi beaucoup penser à la prohibition aux États-Unis, la prohibition de l'alcool. Et je pense que la solution, comme les Schtroumpfs, comme le village de Kirikou, en fait, le point commun qu'ils ont, c'est qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent de Gargamel. Ils parlent pas de Gargamel. Ils n'ont pas entre eux à se dire « Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, Gargamel? Oh, il nous fait chier. » Non, ils font leur vie, ils dansent, là, Schtroumpf, là, je sais pas quoi. Et Gargamel, c'est lui qui essaye de s'incruster chez eux, voilà. Mais en fait, on s'en fout. Et la prohibition, la loi est tombée comme ça. Le Volstead Act, ça a duré quand même une dizaine d'années, mais finalement, les gens picolaient quand même. Les gens, ils fabriquaient l'agneau dans leur baignoire, ils arrosaient les flics, ceci, cela. On s'en fout, laisse-nous. Et finalement, ils ont essayé de les traquer. Et puis, en effet, tu vas en attraper un. Mais si les autres continuent, le truc tombe de lui-même. Et finalement, je pense qu'il y a aussi un vrai côté à prendre ces choses-là, même s'il y a une vraie gravité de la situation. Il y a une vraie dérision. Il faut vraiment utiliser cette dérision. Et je pense que l'art y contribue, mais pas que. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à remettre sur le devant de la scène. La discussion, l'humour, l'autodérision et se dire voilà, on y va. Et puis, s'ils nous tapent sur l'épaule pour nous emmerder, on pousse l'épaule et puis on continue de danser, quoi. Exactement. Ah, c'est un de nos rêves, Miuma, c'est de faire la chaîne Réinfo Humour, en fait.
et de trouver tous les nouveaux Coluches, nouveaux inconnus et tout ça. Parce que là, on se dit, mais on fait un énorme coup, quoi. Si on a rien fou humour, mais là, il n'y a plus rien qui arrête, quoi. Parce que C'est on a vrai la que science, la beauté, l'art, les témoignages et l'humour. Bah ouais, c'est bon, quoi. Mais ça veut dire que c'est peut-être quelque chose à méditer pour tous ceux qui veulent faire de la désobéissance civile, qui veulent descendre dans la rue, tout casser, etc. En fait, il y a une manière beaucoup plus interstitielle de partout d'aller ronger le système et de le faire s'effondrer, parce qu'en fait, il est plein de fissures et il y a qu'à s'y infiltrer, en fait. Et c'est basé sur une seule chose, se mettre en lien, en fait, être à plusieurs, le faire à nombreux et être la ronce qui enserre petit à petit ce truc et qui le fait tomber en morceaux comme un très vieux château qui est en train de s'effondrer. vous trouvez pas qu'il manque un truc aujourd'hui, à savoir, à l'époque, il y avait les Guignols de l'info. Moi, je me rappelle, j'attendais 20h avec impatience pour regarder les Guignols de l'info parce que c'était formidable avec Super Menteur, avec Johnny, avec la World Company, non mais c'était merveilleux, c'était absolument formidable. Et aujourd'hui, ça m'arrive de me perdre un peu et de regarder des vidéos de 2004, 2005 à l'époque ou même avant. Et ça manque, quoi. C'est vrai que cette idée de vrai info humour, je trouve que ça serait vraiment génial. Et c'est vrai que plutôt que d'aller tout casser, je pense que par exemple, ça les faisait chier, mais à un point, quand ils voyaient, quand Chirac il devait voir Super Menteur arriver, que tout le monde se foutait un peu de sa gueule parce que, mais c'est magnifique. Et il n'y a pas de violence et c'est intelligent. Et voilà. Et après, malheureusement, du coup, voilà, il y a eu la fin qu'on connaît. En gros, ils ont fait comme d'habitude, hein, ils ont supprimé tous les moyens, puis ils ont fait en sorte que ça devienne nul. Et puis ensuite, ils ont dit que personne regardait, donc ils ont supprimé, quoi. C'est comme ça que ça marche pour tout, hein. Mais bon, du coup, voilà, c'est vrai que ça manque clairement, hein, l'humour. Et du coup, je pense qu'il y a encore une fois une place à prendre, hein, on va essayer de s'y atteler et de faire ça bien. Je vous propose qu'on avance, si ça vous ennuie pas. Je vais vous montrer justement un hymne chilien censuré, hein, on est toujours sur le thème de la censure, censuré en 73. C'est Frédéric Dorval qui l'interprète et l'a arrangé. C'est un multi-instrumentiste dans les années 70 et 80 qui a participé à de nombreux groupes de musique des Andes. Il a notamment été le flûtiste des Guarani avant de partir au Québec avec l'ensemble Viento del Sur. Là, des tournées, donc en gros, il en avait marre des tournées qu'il tenait éloignées de sa famille. Vers le milieu des années 80, il s'est orienté vers la composition et vers la production pour la radio. En 90, après diverses études, il se tourne vers la psychosomatique et la musicothérapie. Aujourd'hui retraité, il a ressorti ses instruments poussés par le besoin de témoigner du passé et d'agir dans un présent qui s'annonce tout aussi cruel. Alors, je vais vous faire écouter ça.
Eh ben, c'est triste et c'est beau. Je sais pas comment résumer ça. C'est bien résumé, c'est triste et beau. Ouais, il y a souvent ça peut-être un peu dans la musique chilienne ou bolivienne aussi, des Andes en tout cas, juste la sonorité de la flûte même, en fait, elle vient vient trifouiller un peu dans les larmes, quoi. Euh, Comme si on était en survol sur, voilà. Mais puis l'histoire qui va avec, que nous raconte Tatiana là, et puis Victor Jara, toute cette histoire de la fin de la liberté et qui dure pendant longtemps en fait, hein. Ça va durer un bon moment, quoi. Je suis d'accord avec Alita, hein, ça fait une sorte de chair de poule, quoi. J'ai une expression que j'avais trouvée dans un livre, c'est un frisson en aigrette, quoi. Il faut savoir que ce qui s'est passé le 11 septembre 73, avec ce coup d'État, c'est une des premières, si ce n'est la première expérience de néolibérale. C'est-à-dire que le coup d'État a été accompagné par la CIA. Hein. Aujourd'hui, c'est pas du tout complotiste de dire ça, mais c'est surtout ce qu'on appelait les Chicago Boys. Non. Dès qu'on parle d'histoire, en fait, maintenant, on devient complotiste, quoi. Dès qu'on raconte l'histoire autrement que celle des vainqueurs, tu vois, t'es un complotiste, quoi. C'est clair. Et les Chicago Boys, qui étaient des économistes, ont théorisé, après ce que Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Mitterrand et ainsi de suite, ont mis en place la dérégulation des marchés financiers, etc. Et au Chili, ça a été une expérience, donc 6 ans avant 79, de politique menée par Pinochet, qui était ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme. Ça a été le début. Ouais. Mais c'est vrai que. Ouais, il y a ça. Et puis, je crois que toute l'Amérique du Sud, en fait, et l'Amérique centrale, elles ont ce passé-là, quoi, ce présent-là, même, hein, de tyrannie et de liberté. Et c'est une des choses, tout à l'heure, tu discutais sur ce qui se passe en Colombie aujourd'hui, Terry. Et c'est une des réalités qu'on voit pas aussi dans nos médias, en fait. Le niveau d'oppression et le niveau de liberté qui peut s'instaurer dedans de manière interstitielle, avec soit des apatistes ou d'autres, en fait, plein d'expériences de ce que nous, on appelle éco-hameau pour Baba moderne ou pour Bobo on en marre de Paris, éco-village, etc. Il y a plein d'expériences à prendre. Et donc, pourquoi est-ce que la mondialisation nous a juste servi du McDo et des autoroutes et Apple, quoi, et qu'elle nous a pas permis de regarder toutes ces histoires-là, qu'elle a pas donné de l'inspiration, donné à voir la beauté de ce qui s'est fait, de ce qui se fait encore aujourd'hui là-bas. Donc c'est un peu dommage en fait. Donc, je crois que c'est une des missions qu'on peut se donner, quoi. C'est d'avoir cette curiosité-là de l'autre, d'admettre qu'on n'est pas pareil, mais par contre de s'en inspirer. Et surtout aller chercher l'info, parce que c'est vrai que je crois que c'est toi, Louis, qui disais tout à l'heure qu'on est dans une inversion des valeurs. Aujourd'hui, l'information n'a pas le but d'informer. Donc, c'est sûr que ce qui se passe dans des pays comme des pays d'Amérique du Sud, si tu ne connais pas des personnes, si tu n'y es pas allé, t'as aucune info. Tu es vraiment sevré d'infos de ce qui se passe dans pas mal de pays finalement. Parce que quand on regarde un petit peu le prisme de l'info, ça tourne un peu au-delà du Covid, ça tourne un peu en boucle sur les mêmes pays qu'on connaît un peu, les États-Unis, tout ça. Mais pour être allé souvent en Amérique du Sud, notamment au Venezuela, j'avais remarqué que avec les gens de ma génération, moi je suis en 82, je remarquais que il y a eu une oppression, une grosse oppression dans les années 70, un peu partout, notamment avec les entreprises, l'ancêtre de Monsanto qui s'appelait United Fruit. Et donc, on a des personnes qui ont vécu, ou dont les parents ont vécu, une extrême dictature. Et on voit que dans l'état d'esprit, ils sont moins, entre guillemets, mous que ce que nous, occidentaux, on peut être. Parce que nous, on n'a pas vécu ça. En tout cas, c'était il y a longtemps, en tout cas, que ce soit l'occupation dans les années 40. Mais c'est vrai que nous, dans les années 2000, 2010, voilà, on était encore un petit peu dans la bouffée euphorisante de l'euro, c'est génial, regardez. Et puis au final, là, on voit que les choses, on glisse doucement. Et sans aller, je compare personne avec Pinochet ou avec la dictature qui est eu au Brésil dans les années 60 jusqu'en 85. Hein. Mais un problème de riche reste un problème quand même. Et je pense qu'il faut les résoudre.
C'est clair. C'est même sans faire de comparaison douteuse. C'est vrai que il y a certaines comparaisons qui peuvent être compliquées à entendre parce que du coup, derrière, il y a des gens qui ont souffert, il y a des gens qui ont perdu des proches, il y a des gens qui sont décédés dans ces événements-là. Mais comme tu le dis très bien, toute souffrance, c'est une souffrance. Et aujourd'hui, je pense ce qui est dérangeant, tu vois, dans la souffrance actuelle, c'est que on est dans une période où en fait, il y a une forte souffrance, il y a une vraie souffrance, il y a une souffrance énorme, mais il y a une perversion, il y a une inversion dans les valeurs, et il y a une incapacité des gens qui souffrent de dire qu'ils souffrent, parce que souffrir aujourd'hui, c'est un peu être complotiste, tu vois. En gros, on est passé dans une période un peu bizarre quand même, dans laquelle se plaindre, c'est être complotiste, quoi. Tu vois, tu n'as pas le droit et on est toujours sur cette idée de censure, quoi, sur cette idée de censure. Et par rapport à la Colombie, moi j'ai pas entendu beaucoup là aux informations sur mon fil Twitter ou n'importe où. J'ai pas vu quoi ce qui se passait. Il a fallu que Vincent m'envoie un message en me disant il y a Ariane qui vit sur place, elle me dit que c'est historique. Du coup, j'ai contacté une amie à moi qui est sur place, qui est prof, elle est prof de psycho à l'université. Et elle m'a dit, en effet, c'est historique, c'est un truc de fou ce qui se passe. Il y a les Amérindiens qui descendent des montagnes. C'est vraiment les peuples reculés, quoi, qui descendent des montagnes. Alors eux, ils dansent, ils sont là, ils en ont. Et c'est vraiment génial parce ils font exactement ce que tu disais tout à l'heure, Miuma. Ils en ont rien à foutre. Genre, ils arrivent à masse, ils sont pleins et ils commencent à danser, à chanter. Ils occupent les universités. Ils disent l'université, c'est l'université publique, on occupe. Ils sont là et ils foutent un bordel pas possible. Et en fait, ils sont. Alors le masque, ils savent même pas ce que c'est. Hein, genre, et c'est absolument historique ce qui est en train de se passer. Par contre, là où c'est un peu moins drôle. Alors même qu'ils risquent 7 à 8 ans de prison s'ils n'ont pas de masque. 10 ans là, ça a été changé, maintenant c'est 10 ans. Ça change un peu tous les jours. Peut-être que demain ça sera 12 ans, mais en gros, ils risquent 10 ans de prison hein, pour mettre les gens en danger. Mais à la fin, ça devient tellement absurde que voilà, hein, je crois que ça doit faire réagir. Mais on a du mal à réagir, nous, parce qu'on est vraiment dans cette espèce de techno-cocon confortable. Et voilà, je mets pas de pression ni rien. Hein. Je pense qu'il faut s'organiser d'abord, et en même temps, et ensuite qu'il y a des gens qui vont devoir aller jusqu'au fond, en fait, pour aller puiser la ressource intérieure de réagir. Et qu'il y en a qui réagiront pas, hein, qui seront foulés aux pieds par le totalitarisme qui est en train d'arriver. Mais ouais. Sur ces belles paroles, je vous propose qu'on conclue puisqu'on est bientôt à 1h30 d'émission. Je m'améliore, hein, je suis moins en retard que d'habitude. On devait faire 1 heure, mais on est allé à 1h30, ça reste raisonnable. Alors, je vous propose du coup un mot de la fin, chacun d'entre vous. Et puis ensuite, on pourra se quitter sur la chanson de Barueco, On pourrait, avant de rendre l'antenne. Donc, je mets la parole au centre, comme tu dirais, Louis. Et puis, qui veut prend la parole pour le mot de la fin. Je vous en prie. Bon, bah, je me lance. Merci, infiniment pour l'invitation. C'était un plaisir de discuter de choses et d'autres. Voilà. Quand vous voulez, hein, vous me rappelez si vous voulez encore discuter, je serai dispo, il n'y a pas de souci. Et pour conclure, bah, je dirais que ce qui est intéressant à regarder chez ce qu'on peut appeler l'ennemi, l'adversaire, peu importe, c'est de prendre finalement le meilleur de ce qu'il fait. Parce que voilà, le principe de la censure, c'est justement de vouloir invisibiliser, c'est ce que disait Tristan, de vouloir invisibiliser l'autre comme une sorte de cancel culture, alors que pour moi, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est accueillir, et il y a des arts martiaux comme le judo qui permettent ça, d'accueillir la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. Et je pense vraiment qu'il faut s'inspirer de ce qu'ils font. Il y avait qui avait créé l'Union européenne, qui parlait de la politique des petits pas. Et Woody Allen disait que les méchants étaient mieux organisés que les gentils. Et c'est vrai, parce que quand on regarde les mafias, peu importe, ils sont solidaires, ils sont patients, ils sont voilà, ils se balancent pas entre eux, et ils enchaînent, et ils étendent leur toile. C'est ce que j'ai dit dans mon petit poème, on tisse une toile, on réinforme. Et je pense qu'ensemble, il y a des choses vraiment à regarder chez l'ennemi, entre guillemets, en tout cas, qui peut être un ami du jour au lendemain. Ça, c'est pas le problème. Mais en tout cas, dans les stratégies un peu machiavéliques, il y a des choses dont nous, on peut s'inspirer pour aussi faire preuve de patience et puis
ça va le faire. Voilà. Merci Miyuma. Je vais reprendre en disant presque la même chose avec d'autres mots, hein. On a fait un édito sur la gratitude. Et on disait merci justement à la contrainte, merci à tous les politiques corrompus, à tous les labos qui essaient de nous fourguer leurs trucs. Parce qu'en fait, on est en train d'apprendre tellement de choses, de dévoiler tellement de choses sur le monde tel qu'il est, que on devient conscient et grandit de toute cette histoire. Donc la contrainte, c'est le feu par lequel on doit passer pour réussir notre initiation, enfin devenir des humains vivants et en lien. Donc bah ouais, je crois qu'il faut garder les mains sur le kimono de l'adversaire, admettre que c'est pas un ennemi et qu'à la fin du combat, qui est pas une guerre, la guerre c'est l'annihilation de l'ennemi. Le combat c'est d'accepter de la rencontre, d'accepter de danser avec l'autre et puis à la fin d'accepter la troisième mi-temps peut-être, en tout cas de la proposer vers une réconciliation. Donc bah voilà, moi c'est tout mon espoir que je pose ce soir. J'espère que demain il y a beaucoup de gens qui vont bouger, se réveiller, aller dans la rue, se rencontrer et commencer à se dire mais en fait on va même s'inscrire pour les cantonales, voilà, il faut être inscrit avant le 4 mai, réagissez, faites-le, qui vont s'inscrire pour les régionales, se repolitiser dans des listes citoyennes, qui arrêteront de se noyer dans des espèces de partis fabriqués par Libé ou Le Monde, qui n'existent plus, quoi, et qui vont reprendre le pouvoir sur le réel pour prendre soin du vivant. Voilà, et puis un grand merci à Tatiana, un grand merci à tous les artistes en fait qui contribuent à Réinfo Covid et qui envoient leur contribution. Tatiana, et les autres dans le cercle des artistes, elle a besoin d'aide pour s'organiser, pour faire des choses et tout. Donc, si vous avez envie de participer et de contribuer, ben, c'est avec grand plaisir. Et puis, si vous n'avez pas de temps, pas d'envie, vous pouvez déjà faire beaucoup juste en retweetant, en remettant la vidéo sur Facebook, en créant un compte Gmail et YouTube, en allant sur d'autres plateformes. Tout cet activisme numérique, il est hyper important parce que c'est lui qui permet de lutter contre l'invisibilisation dont on parlait. Merci à tous. Merci à vous deux. Moi, je vais être très court, mais je trouve que c'est une période qui est très particulière, mais qui est aussi riche en enseignement, d'abord sur nous-mêmes, et aussi riche en rencontres. Cette période, c'est une période où j'ai rencontré des types comme Louis, des types comme Miyuma ce soir, des gens absolument formidables, qui sont d'une humanité incroyable et avec qui je partage des valeurs vraiment communes. Et voilà, je pense que rien n'arrive par hasard, que si ça se passe comme ça aujourd'hui, c'est que ça doit se passer comme ça. Et si j'ai une certitude, c'est que on va s'en sortir. Je sais pas quand. Ça peut être dans longtemps. C'est très probable que ça soit un peu dans longtemps. Je vous avoue que ça va pas être demain, je pense. Pas dans 3 semaines non plus. Pas dans. Mais agir, c'est déjà énorme. Et comme le disait Louis, n'hésitez pas à partager les vidéos. Ça, vous pouvez le faire. Ça demande pas grand-chose. Ça demande une connexion Internet, un peu cliquer 2-3 fois, faire un compte Gmail, faire un compte YouTube et remettre la vidéo. Voilà, n'oubliez pas qu'on est le nombre en fait. Nous sommes le nombre. Et comme disait Étienne de la Boétie, encore une fois, j'aime beaucoup cette phrase, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Alors voilà, relevons-nous et tout ira bien. Enfin, tout ira bien. Tout ira pas forcément bien, mais en gros, voilà, il y aura des jours meilleurs, quoi. J'en suis certain. Je voulais rapidement aussi faire un petit merci, non seulement à Tatiana qui a fait donc cette vidéo sur l'art dégénéré là que vous avez vu, qui est une pierre précieuse dans l'équipe. Hein. Guillaume aussi qui a fait la musique du générique. Je remercie aussi les dudes plutôt. Qui ont fait le graphisme du logo, et puis toutes les personnes qui participent à cette aventure, toutes les personnes dans le chat aussi, même les commentaires qui sont un peu plus désobligeants. Je vois parfois des commentaires du genre ouais, c'est pas en faisant ça qu'on va s'en sortir, etc. Vous avez le droit vous avez le droit de le penser. Nous, on a le droit de penser que c'est hyper important ce qu'on fait. Moi, j'en suis convaincu. L'art, c'est essentiel, vraiment. Et voilà, je voulais simplement terminer là-dessus. Je vous souhaite à tous une formidable soirée. Et puis, merci beaucoup, Miyuma, pour cette rencontre humaine. Franchement, énorme. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout. Merci à Louis, encore une fois, pour sa présence ce soir. Et voilà, on va se quitter avec une chanson de Barueco qui s'appelle « On pourrait ». Et je vous souhaite à tous une très belle soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.
Ciao. Et si avant que le ciel ne perde ses couleurs, le miel ses saveurs, et si avant que le silence ne nous rende sourds, on reparlait d'amour. Et si avant que nos visages ne s'effacent, les fous rires ne grimacent, et si avant que les rues ne se vident, on devenait lucide. Avant de se dire trop tard, on pourrait s'engager comme Nelson Martin ou l'abbé, oser comme Saint-Ex ou Crusoe, Simone, Rosa et Galilée. On pourrait résister comme Guy, Charles, Jean et Lucie, aider comme Joseph, Teresa et Colucci, aimer comme Bouddha et le Dalai. Et si avant que l'ombre ne devienne le repère et la folie ordinaire, et si avant que les armes ne nous rassurent, on cassait les murs. Et si avant que la nature ne perde sa dentelle et les anges leurs ailes, et si avant que nos corps ne deviennent cobayes, on livrait bataille. Avant de se dire trop tard, on pourrait s'engager comme Nelson Martin, l'abbé, oser comme Saint-Ex ou Crusoe, Simone, Rosa et Galilée. On pourrait résister comme Guy, Charles, Jean et Lucie, aider comme Joseph, Teresa, Colucci, aimer comme Bouddha et le Dalai. Sur pattes, des pionniers, des poètes bousculent l'ordre dans nos têtes, des êtres qui se lèvent, des pompiers pour éteindre l'obscurité, comme eux et anonymes, courageux et magnanimes, ensemble sublimes.